Bien, bonjour à toutes et tous. Nous allons vous faire une présentation en deux voix. Donc, Jean-Yves Darroux, directeur territoire Artois-Cambrésis pour la société du canal Seine-Europe, et mon collègue David. Oui, David Bécard, donc je suis directeur environnement au sein de la société du canal. Voilà, donc on va passer une partie de l'après-midi ensemble. Donc, on va vous présenter effectivement le projet. Donc, notre intervention va se structurer autour de quatre parties. Alors j'ai cru comprendre qu'en préférant les questions, on fait un peu au fil de l'eau, peut-être à la fin de chacune des parties, si vous en êtes d'accord. La première, donc, qui va être assez générale, mais qui est intéressante, je pense, pour vous, c'est de vous faire un petit peu un point d'actualité de où on en est concrètement sur le terrain aujourd'hui. Dans un deuxième temps, on parlera arrêté d'autorisation environnementale, puisque c'est quand même un des éléments importants de ces dernières semaines sur le territoire d'Artois-Cambrésis, mais pas que. On vous fera ensuite un zoom sur les premiers travaux concrets qui se déroulent à quelques kilomètres d'ici. Et ensuite, on terminera par le fonctionnement des instances, David, sur le suivi environnemental du projet. Voilà un petit peu la manière dont on envisage le déroulé de cet après-midi. Si vous êtes d'accord, peut-être à la fin de chaque partie, on réservera un temps pour les questions-réponses. Alors, sans plus tarder, un petit point d'actualité sur le projet. Donc là, vous avez la carte générale et générique. Donc si on part du bas, le projet débute au nord de Compiègne et donc remonte sur 107 km jusqu'au Bas-Cholobach, donc à peu près 15 km de Cambrai, où effectivement on se reconnecte au réseau à grand gabarit préexistant, à savoir le canal de la Sensée, et donc le projet est organisé en différents secteurs. On ne va pas forcément rentrer dans le détail technique, ce n'est pas l'objet. On va déjà dans un premier temps regarder ce qui se passe au nord de Compiègne, sur le secteur de Montmac, Tourotte, Ribécourt, puisque c'est l'Oise qui est la première à démarrer ses travaux il y a maintenant 3 ans. Pourquoi? Parce que les études techniques étaient plus avancées que sur le reste du tracé, qu'elle a satisfait en son temps à une enquête publique environnementale, donc il y a eu l'arrêté d'autorisation pour les 18 premiers kilomètres dans l'Oise, donc ce qui a permis effectivement de démarrer les travaux, puis ensuite on verra ce qui se passe sur le reste du tracé. Donc concrètement, voilà où nous en sommes aujourd'hui. Donc là, on est sur le secteur de Montmac. Donc c'est à peu près le résultat de 2 ans et demi à 3 ans de travaux. Donc vous êtes sur le secteur qu'on appelle le secteur où l'Oise a été rescindée. Alors qu'est-ce qu'on entend par le rescindement de l'Oise? On a simplement, je vais le dire comme ça, déplacé la rivière Oise sur 4 km. On a recréé de manière artificielle ces méandres pour faire finalement la place demain pour insérer le canal Seine-Europe. Donc si vous regardez l'image que vous avez derrière vous, vous voyez qu'il y a une succession de 3 ponts. D'ailleurs, la route a été rouverte il y a une dizaine de jours au trafic local. Donc, je vais partir de la gauche vers la droite. Donc, sur la partie gauche, premier ouvrage, donc là, vous avez l'Oise rescindée. Vous voyez qu'effectivement, elle fait des méandres et des virages. Le plus grand ouvrage que vous apercevez aujourd'hui, qui est un peu au milieu du champ, c'est là où passera Seine-Nord demain. Donc, ça vous donne à voir un petit peu le gabarit standard du canal. Et puis, vous retrouvez sur la droite les derniers ouvrages qu'on appelle le canal latéral à l'ouest, qui effectivement coule également dans ce secteur et qui n'était pas impacté par le chantier. Donc vous voyez qu'on a déjà apporté une première modification sur le territoire qui permet de préparer demain l'arrivée du canal Seine-Europe. Et donc on a pour se faire construit, dans ce cas particulier, 3 ouvrages de rétablissement routier. Et maintenant les véhicules ils circulent librement. Et on a construit également, je crois sur les RD40, un autre ouvrage, mais qu'il n'y avait pas ici sur la photo. Donc les travaux naturellement se poursuivent dans l'Oise avec une pierre supplémentaire, je vais le dire comme ça, par rapport au déroulé du projet, puisque nos collègues de la partie sud ont engagé les travaux de construction de la première écluse du tracé. Donc ce sera celle de Montmac, Cambronne et Ribécourt. Donc les travaux ont été engagés en fin d'année dernière. Ils ont été interrompus sur ce premier trimestre, puisque l'Oise avait eu tendance à déborder. Donc évidemment, ça rendra un peu compliqué le chantier. Donc ça va reprendre dans les prochaines semaines. J'espère que l'image va rester fixe jusqu'au bout. Donc c'est une première écluse, enfin c'est la première écluse qu'on démarre en construction sur le terrain. Il faut savoir qu'une écluse, en moyenne, ça peut pas être 4 ans de travaux, entre le moment où on arrive et le moment où l'ouvrage est achevé. Vous avez ici une vue 3D de ce que sera l'aménagement de cette écluse. Alors, ce n'est pas la plus grande des écluses du tracé, puisque les plus grandes sont sur l'Artois du Cambrésis, à savoir Oisy-le-Verger ou la chute d'eau, c'est-à-dire la hauteur que vont franchir les bateaux, est de 25 mètres, et sa grande sœur qui est marquée en bourlon, donc là en sortie d'autoroute A26,
où là les bateaux vont monter ou descendre de 25 mètres 71. On n'est pas dans ce cas de figure dans la partie ouest, puisque l'écluse de Montmac, comme moi, Méridicourt, donc elle fait une hauteur de chute de 6 mètres, un peu plus de 6 mètres 40. Donc ça reste quand même, ça reste la première écluse qui sera effectivement en construction sur le tracé du canal, et on vous a remis les caractéristiques habituelles, hein, une longueur type de sas de 195 mètres pour une largeur de 12 mètres 50, ce qui est naturellement adapté aux futurs convois fluviaux qui emprunteront le canal Seine-Nord-Europe. En parallèle, voilà. En parallèle de ces travaux, on a d'autres interventions qui ont été réalisées sur le terrain, à savoir un certain nombre d'aménagements environnementaux. Donc on est à plus de 180 hectares aujourd'hui qui ont été réalisés sur l'Oise, donc sur différents sites qui se trouvaient dans l'environnement proche du passage du canal. On vous a mis là quelques vues d'illustration. On est un peu capricieux. Quelques vues d'illustration, donc voilà, pour donner à voir un petit peu des aménagements qu'on a pu réaliser sur le terrain. Donc ça va de la restauration de prairies humides à la création de boisements de plantations, et vous verrez que naturellement, également dans notre périmètre, dans notre territoire de l'Artois-Cambrésis, on a également fait ce type d'aménagement. Ça, c'est des travaux qui se poursuivent tout au long de l'opération. Une fois qu'on a planté le décor, qu'est-ce qui se passe finalement, qu'est-ce qui s'est passé finalement sur le reste du tracé, donc c'est-à-dire la fin de l'Oise, hein, ce qu'on appelle la partie nord de l'Oise, jusqu'à notre périmètre et jusqu'à Aubin-Chaulebac. Donc on a eu nos études de conception détaillées qui se sont achevées dans le courant de l'année 2023. On a eu une enquête publique environnementale qui s'est tenue sur le premier semestre 2024. Un arrêté d'autorisation, mais ça, David y reviendra juste après lors de sa prise de parole, et donc une séquence de travaux là, qui débute maintenant sur le terrain. Je redonnerai quelques exemples, sachant que, outre nos études techniques, on a également mené un certain nombre d'interventions de terrain. Les plus visibles sont celles liées à l'archéologie préventive. Je pense que vous en avez peut-être vu en venant également sur Cambrai aujourd'hui. Donc l'opération d'archéologie préventive qui se décompose à la fois en diagnostic, et selon le résultat de ces diagnostics, on peut être amené à réaliser des fouilles sur des endroits très localisés du parcours. Donc si on se projette un petit peu sur le calendrier de réalisation de l'opération à date, donc aujourd'hui, vous verrez passer un certain nombre de marchés. Donc on lance effectivement progressivement nos marchés de travaux, puisque l'objectif, c'était pas de saturer le marché et de faire en sorte que les entreprises soient dans la capacité de répondre. Donc on a un certain nombre d'appels d'offres maintenant qui sont passés au fil de l'eau, et vous pourrez voir apparaître dans certaines alertes si vous êtes abonné à ce type de publication. L'idée étant d'attribuer nos marchés de travaux sur la période 2024, 2025, 2026, pour ensuite démarrer vraiment ce qu'on appelle les grands travaux. Dans les gros travaux, vous allez retrouver les rétablissements routiers, c'est-à-dire les ponts qu'on est amené à construire. Vous y trouverez les écluses, naturellement, et puis la réalisation en tant que telle du canal selon les secteurs. Donc voilà, l'objectif, c'est qu'effectivement, fin 2026, on ait attribué l'ensemble de nos marchés de travaux principaux pour pouvoir, en 2027, rentrer, j'allais dire, dans le dur sur le terrain. Alors, plus près de nous, si on fait un zoom sur le territoire de l'Artois-Cambrésis, je le rappelle, on est à peu près à 15 km à vol d'oiseau de Cambrai. Donc on a plusieurs interventions qui sont en cours actuellement sur le terrain. Donc les opérations d'archéologie préventive, je l'ai évoqué, hein, pour ceux qui ont pu passer sur la 939 dans le secteur de l'échangeur de la 26. On a des opérations qui sont en cours de part et d'autre de la route départementale. On vient de terminer des fouilles du côté de Sochilitré. On en commence d'autres à Voisy-le-Verger. Donc voilà, sur l'ensemble du parcours, on est amené à intervenir. On arrive plutôt à la fin, on va dire, des opérations de diagnostic. Maintenant, on est dans le dur avec les fouilles. On a d'ores et déjà 42 hectares de fouilles à réaliser, et normalement, on aura encore d'autres qui nous seront notifiés une fois nos derniers diagnostics à réaliser. On a également procédé à la mise en place de ce qu'on appelle on a fait des opérations, j'ai un peu vite, des opérations liées à la pyrotechnique. Alors, qu'est-ce que c'est que la pyrotechnique? Ça consiste à nettoyer préalablement le sous-sol de toutes les anomalies métalliques qu'on a pu détecter à un moment donné sur le parcours. Donc, c'est la petite vignette que vous apercevez sur la partie droite. Et donc, selon les zones, en croisant un petit peu la bibliographie existante, on a identifié des secteurs sur lesquels il fallait qu'effectivement, en priorité, on intervienne
assainir le terrain pour permettre la réalisation des opérations d'archéologie, et ensuite le démarrage des travaux. Donc on a eu une séquence l'année dernière du côté de Vincourt-les-Avrincourt, et là on devrait prochainement commencer sur Sauchy-Lettré, Noucourt, Oisy-le-Verger. Donc finalement, ce que vous apercevez en rouge sur la petite vignette, ce sont les pourtours de l'ancienne base aérienne et le tracé du canal qui passe dans ce secteur-là, où effectivement là, on a une grosse opération de dépollution pyrotechnique qui va démarrer. On a à peu près 6 mois de chantier, donc on verra quelles sont les surprises que nous réserve le sous-sol. En parallèle, on a posé ce qu'on appelle les bandes géodésiques. Alors, les bandes géodésiques, vous avez peut-être marché dessus sans le savoir. Souvent, en zone urbaine, ce sont des clous qui sont éventuellement implantés dans le trottoir ou sur la chaussée. Donc ça va fixer le point de référence GPS sur lequel ensuite les entreprises et autres intervenants viendront se caler pour pouvoir se projeter, pour pouvoir construire le canal conformément à ce qu'on a imaginé. Donc on a pour ce faire maillé les 107 km du tracé avec ces bornes. Alors quelquefois elles ne sont pas visibles parce qu'elles sont dans le domaine public, et notamment je dis sous forme de clous. Quelquefois elles sont dans le parcellaire agricole, on a pu faire une petite plateforme, mais on a été le moins invasif possible. Et donc ça va nous permettre comme ça à nos premiers intervenants de terrain de se repérer et de pouvoir caler précisément leur intervention sur le terrain. Qui dit infrastructure linéaire sur 107 km, vous imaginez bien qu'on va rencontrer un certain nombre de réseaux. Alors, ils peuvent être aériens, souterrains, ça dépend des cas de figure. Et donc on a un certain nombre de concessionnaires qui seront amenés aujourd'hui à d'ores et déjà déplacer toute partie de leur réseau pour qu'on puisse ensuite nous intervenir et faire des travaux sans contrainte particulière. Le chantier le plus emblématique aujourd'hui sur le territoire de l'Artol du Cambrésis, il n'est pas très loin de chez vous, il est le long de la 939 à Marquion. C'est RTE, donc réseau de transport d'électricité, qui modifie sa ligne à haute tension, puisque aujourd'hui elle est supportée par des pylônes, donc elle est aérienne. C'est à cet endroit-là que l'on vient créer notre écluse de Marquion-Bourlon. Pour ce faire, effectivement, ils doivent enfouir pour partie la ligne et ensuite modifier la trame des poteaux. Donc ça, c'est ce qui est en cours et que vous avez pu apercevoir dans les champs là qui bordent la 939. Alors, il y a d'autres interventions. Il y a une intervention sur les réseaux d'eau, une intervention sur les réseaux télécoms, sur les fibres. Voilà. Il y a différents petits chantiers qui se déroulent sur le territoire. Si je descends un peu plus au sud, quasiment à la limite avec la Somme, certains l'ont peut-être vu en empruntant l'autoroute A2, en venant de Paris ou en allant vers Bruxelles. Vous avez Sanef, sur le secteur de Vitry-le-Court, qui est en train d'achever la déviation provisoire de l'autoroute A2. Déviation provisoire qui sera totalement effective à fin mars, donc à la fin du mois. Donc c'est la petite vue aérienne qu'on vous a mis en pastille. Pourquoi? Puisque sur le tracé initial de l'autoroute, demain vous aurez un pont qui s'appellera le viaduc de Vitre, puisque Canal Seine-Europe passera sous l'autoroute. Voilà. Donc l'objectif de Sanef, dans les prochaines semaines, une fois que le trafic sera dévié temporairement sur cette déviation, ça va être de venir casser l'autoroute pour ensuite construire un pont, ce qui nous permettra, nous, le moment venu, de venir terrasser dessous. Donc, dit comme ça semble simple, mais Sanef, démarrage, si tout va bien, début juin de cette année, et l'autoroute retrouvera une configuration normale en septembre 2027. Vous voyez que c'est la construction d'ouvrages, c'est à peu près 2 ans pour les ouvrages routiers à construire qui sont amenés à franchir le canal Seine-Europe. Et puis un chantier là, encore plus proche de chez vous, donc on est à Aubin-sur-le-Bac, sur le périmètre de l'agglomération, de la communauté d'agglomération de Cambrai. On a démarré il y a un mois et quelques jours la construction d'un quai logistique provisoire au niveau d'Aubin-Chol. Donc là on est sur la Sensée, on est vraiment au point de connexion future du canal Seine-Europe, à l'endroit où il va venir se reconnecter finalement au réseau à grand gabarit qui préexiste aujourd'hui. Donc ce quai logistique, je vous montrerai un peu plus loin tout à l'heure quelques vues. Voilà, ce chantier a démarré il y a un mois. Et pourquoi on fait ce type de quai? Parce que l'idée, c'est de favoriser l'approvisionnement du chantier, notamment l'apport de matériaux qui seront nécessaires à la construction des écluses, par exemple, notamment celle de Oisy-le-Verger, et éviter qu'on ait trop de camions à un moment donné sur le secteur. Voilà un petit peu résumé aujourd'hui où on en est du projet et quelles sont les premières réalisations concrètes et visibles sur le terrain. Je ne sais pas si à ce stade il y a déjà des questions ou si on passe au point 2 qui concerne l'autorisation environnementale. Une question sur la hauteur que vous prévoyez entre le canal et le port, pour quel type de véhicule, parce que c'est des bateaux, je pense qu'on ne sait pas. Du coup, il y a quelle hauteur que vous prévoyez?
Alors, enfin, sur le tracé canal Seine-Europe, la hauteur, donc sous les ponts, hein, la route passe au-dessus du canal, la hauteur libre, ça sera de 7 mètres. Avec 7 mètres, ce qui équivaut à pas un rangée de containers mis sur un bateau. La responsabilité du chantier est confiée à Sanef. C'est vous qui financez les travaux sur le pont. Alors, sur le cas particulier de l'autoroute A2, effectivement, le maître d'ouvrage, c'est Sanef, puisque c'est le domaine autoroutier qui est impacté par le projet, et donc c'est financé par la Société du Canal, parce que ça figure dans l'enveloppe financière globale. Donc, la dernière fois qu'on s'était vu, je pense que c'est en mai 2022, on a eu l'occasion de vous présenter le contenu du dossier de demande d'autorisation qu'on venait de déposer auprès des services de l'État, et on avait également évoqué la perspective de l'enquête publique qui s'est finalement tenue, hein, comme Jean-Yves l'a dit, en mars 2024. Et on a obtenu finalement, après un avis favorable de la commission d'enquête, l'arrêté d'autorisation le 9 août 2024. Alors, je ne reviens pas évidemment sur le contenu du dossier, hein, qui avait déjà été présenté, qui donne lieu forcément, compte tenu de l'ampleur du dossier, un arrêté qui est relativement consistant. Donc l'objectif, c'est pas de vous le détailler aujourd'hui, mais c'est plutôt de vous en donner les contours et les principes de fonctionnement. Alors, déjà quelques chiffres clés, hein, sur l'arrêté. L'arrêté, donc, il couvre 4 procédures différentes dans une seule autorisation unique. Alors, ces autorisations, c'est une autorisation loi sur l'eau, une dérogation liée aux espèces protégées, une autorisation également liée à Natura 2000 et une autorisation pour tout ce qui est déboisement, enfin tout ce qui est défrichement. Donc on a 4 départements concernés, de Doncheul-au-Bac dans le nord jusqu'à Noyon dans le sud. Et l'arrêté fait 287 pages, donc 276 articles différents qui encadrent le projet dans sa globalité. Donc à la fois pour la phase chantier, pour la phase de construction du projet, mais aussi pour sa phase d'exploitation après mise en service. Alors plus précisément, hein, le périmètre de cette autorisation, c'est la libération des emprises et toutes les mesures de réduction d'impact qu'on peut mettre en œuvre avant la réalisation des travaux proprement dit. Donc c'est toutes les mesures environnementales qu'on a décrites dans le dossier de demande d'autorisation qui sont reprises dans l'arrêté. Alors pour donner quelques exemples parlants, hein, c'est tout ce qui va être balisage pour éviter aux engins de sortir des emprises du chantier, d'aller dans des zones sensibles par exemple, ou à l'inverse, ça peut être des balisages qui sont hermétiques, hein, des grillages par exemple, qui empêchent la faune de rentrer sur le chantier et de se faire écraser par les circulations d'engins. Donc tout ça c'est écrit, hein, dans l'arrêté, et plus précisément dans le dossier. Et il y a également toutes les opérations de pêche de sauvetage, à chaque fois qu'on va intervenir sur un cours d'eau ou sur des milieux sensibles aquatiques, on a des opérations préalables de pêche pour sauver un maximum d'individus et les replacer, les déplacer vers voilà, des milieux où ils ne sont pas impactés durant le chantier. Le deuxième point, c'est tout ce qui est installation de chantier et ouvrages provisoires. Donc, c'est toutes les pistes provisoires, toutes les installations qui vont être nécessaires aux entreprises pour construire le canal. Ensuite, on a la construction, l'exploitation et l'entretien du canal proprement dit, hein, et donc y compris l'alimentation en eau à partir de l'Oise. Ça, c'est l'autorisation qu'on a obtenue pour le secteur de A6 inclut l'autorisation de prélèvement dans l'Oise pour l'alimentation en eau du canal, ce que ne faisait pas la première autorisation, hein, qu'on avait obtenue sur le secteur 1. Donc l'arrêté encadre également toutes les modifications des voiries routières,
également les modifications du canal du Nord qui sont inclus dans le périmètre du canal Seine-Nord. Vous savez qu'il y a un certain nombre de sections du canal du Nord qui vont être modifiées du fait du projet, et donc c'est encadré par l'arrêté, et également la création des dépôts, et plus largement la gestion des matériaux qui est liée au terrassement assez important lié au projet. Et enfin, également, des prescriptions sur le programme de mesures compensatoires à mettre en œuvre dans le cadre du projet pour compenser les impacts du canal, et également tout ce qui va être suivi, donc suivi des impacts du projet, mais également suivi de l'efficacité de ces mesures compensatoires sur le long terme. Oui. Le prélèvement sur l'Oise, c'est un cubage bien défini ou c'est en fonction du débit des eaux? Alors, il y a en effet des règles de prélèvement dans l'Oise. Donc, c'est des règles qui sont définies pour, globalement, quand il y a de l'eau dans l'Oise, enfin, l'Oise est une ressource assez abondante, c'est pour ça qu'elle a été choisie. Quand il y a de l'eau dans l'Oise en abondance, on prélève directement dans l'Oise. Par contre, il peut y avoir des périodes d'étiage de l'Oise, et donc en dessous d'un certain seuil, on arrête le prélèvement direct dans l'Oise et on bascule sur une retenue qui est construite au niveau, enfin dans la Somme, qui fait 14 millions de mètres cubes, et qui permet de pallier à ces périodes d'étiage pendant plus de 4 mois. Donc on peut tenir en fait une période de sécheresse de l'Oise de 4 mois et plus. Donc il y a des règles en effet, il y a 2 stations de référence qui sont identifiées, donc à Sampigny et à Creil, et il y a des conditions qui sont encadrées par l'arrêté pour autoriser ou pas le prélèvement direct dans l'Oise pour l'alimentation en eau du canal. J'y reviendrai un peu, il y a un détail sur l'alimentation en eau dans la présentation. Quelques articles un peu clés de l'arrêté. Donc avant le démarrage des travaux, même si on a déposé un dossier qui présentait l'ensemble des éléments, l'ensemble des ouvrages, l'ensemble des impacts de ces ouvrages sur l'environnement, on a toute une série de documents à transmettre en application de l'arrêté au service de contrôle, donc au service de l'État. Donc avant le démarrage de chacune des phases unitaires de travaux, on a donc l'article 17 qui demande à ce qu'on envoie des plans des installations de chantier. Donc évidemment, au moment du dépôt du dossier de demande d'autorisation, on savait qu'on avait besoin de telle ou telle installation de chantier pour construire telle section du canal ou tel pont, par exemple. Par contre, c'est uniquement au moment où les entreprises elles vont être désignées qu'on connaît la consistance et la nature précise de ces installations. Et donc, pour démarrer chacune des phases de chantier, on envoie au service de l'État ce détail qui va localiser précisément les pistes de chantier, la localisation des installations, etc., etc. Même si tout ça, ça s'intègre dans une emprise globale qui a été autorisée à travers l'arrêté. On a également donc à chaque fois des précisions sur les mesures de réduction d'impact, sur nos calendriers d'intervention, sur la localisation précise des balisages, le type de clôture qu'on va utiliser précisément, les dates de pêche, comment ça va s'opérer, quelles entreprises, quels intervenants vont réaliser ces pêches, etc. etc. On a également un détail à chaque fois sur le suivi de la phase travaux, c'est-à-dire que par exemple si on a des travaux en milieu aquatique, et ben, on va avoir un détail sur la manière dont on va suivre la qualité de l'eau, le nombre de points de suivi, quels paramètres on va suivre, et même si c'est encore une fois encadré de manière générale dans l'arrêté, à chaque fois il faut le décliner pour chaque chantier unitaire. Et également tout ce qui est procédure de repli
Donc en cas de crue, alors c'est quelque chose qu'on voit souvent dans l'Oise, un peu moins dans la partie nord du tracé. Donc ça concerne les phases amont de chaque phase de travaux. Il y a également, pendant les travaux, donc on a mis en place un système de management de l'environnement qui permet de gérer toutes les procédures qui vont décliner justement ces prescriptions de l'arrêté, de détecter éventuellement des anomalies dans la réalisation de ces mesures et de pouvoir les corriger le plus rapidement possible et de ne pas les reproduire sur les phases ultérieures du chantier. Donc c'est un système qu'on appelle de l'amélioration continue qui permet de gérer au mieux le chantier. On a également des prescriptions en matière d'intervention d'écologues de chantier. Donc il y a des spécialistes de l'environnement qui vont être attachés à la fois à notre maîtrise d'œuvre, c'est-à-dire au bureau d'études qui suit le chantier sur un secteur donné, et y compris au sein des entreprises qui vont intervenir. Donc il y a des spécialistes de l'environnement qui vont suivre la réalisation des travaux au plus près du terrain. Alors ça peut être des passages préalables, ça peut être la sensibilisation des intervenants sur certaines étapes un peu sensibles du projet, ça peut être des suivis, etc. On a également pas mal de prescriptions en matière de rendu compte, de reporting. On a des journaux de chantier qui vont être établis au moins le mois pour décrire et détailler tout ce qui se passe sur le chantier, toutes les visites qu'on fait, tous les retours qu'on a, tout ce qu'on observe sur le chantier, et ça s'intègre dans le système de management dont je parlais tout à l'heure. On a également des bilans annuels à produire. Donc, j'ai cité le bilan annuel du suivi écologique, mais il y a d'autres bilans. Il y a un bilan, par exemple, sur la gestion des matériaux qui est prévu dans le cadre de l'arrêté. Et ensuite, on a toute une comitologie qui permet de traiter les sujets. Donc, ça génère évidemment beaucoup d'échanges avec les services de l'État, parce qu'on va envoyer pas mal de documents. Sur ces documents, il y aura des questions. Donc, pour gérer de manière fluide ces échanges, on rencontre les services de l'État tous les mois pour pouvoir bien suivre ces étapes. Donc, il y a un suivi départemental, un suivi transverse. Je ne rentre pas forcément dans le détail, c'est les articles 247, 248 et 249 de l'arrêté. Il y a un comité de suivi également qui est prévu à l'article 250, donc là qui concerne les acteurs du territoire, selon une fréquence à définir par l'arrêté. Alors ce comité, il se trouve qu'il est déjà en fonctionnement sur le secteur 1. Aujourd'hui, il a un rythme à peu près de 1 à 2 fois par an, et donc 1 à 2 fois par an, on fait le bilan en fait de l'avancement du chantier, de la mise en œuvre des mesures compensatoires, des premiers suivis qu'on a. Je crois qu'il y a un détail après, dans la présentation par la suite. Alors, comme je disais tout à l'heure, oui. J'avais une question. Vous parlez des services de l'État, vous pouvez me dire exactement quels services sont dessus? Oui, alors les principaux services, c'est la direction départementale des territoires et de la mer, donc des 4 départements. Il y a également la DREAL et la DRIEAT. Donc la DRIEAT, c'est un service qui a des compétences sur les canaux. Alors, c'est pas sur ce territoire-ci, c'est plutôt dans l'Oise et dans la Somme. Mais les canaux, en fait, sont sous la responsabilité de la DRIEAT. Et donc, on a également la DRIEAL des Hauts-de-France comme interlocuteur. Et l'organisme qui réalise les contrôles au plus près du terrain, c'est l'Office français de la biodiversité. Alors il y a d'autres acteurs qui interviennent, mais plus ponctuellement. Par exemple l'ARS, si on parle d'eau souterraine. Et globalement, voilà, les 3 acteurs principaux, c'est vraiment la DDT, la DREAL et l'OM.
Donc oui, comme on le disait tout à l'heure, cette autorisation, c'est l'autorisation qui autorise le prélèvement, enfin qui autorise et qui encadre le prélèvement dans l'Oise. Donc selon les principes qu'on avait déjà retenus de longue date maintenant, qu'on avait eu l'occasion de présenter à la dernière réunion, mais je rappelle quand même les principaux principes. Donc le principe numéro 1, c'est qu'il n'y a pas de prélèvement dans la nappe pour l'alimentation du canal. On ne prélève pas d'eau souterraine pour alimenter le canal. L'autre principe, c'est un principe d'économie. C'est-à-dire que d'une part, le canal il dispose d'une étanchéité très performante, donc qui a pu être testé grandeur nature sur un site à Sizancourt dans la Somme, où on a fait des planches d'essai et qui confirment que les techniques qu'on va utiliser pour l'étanchéification du canal sont satisfaisantes. Donc ça, c'est le principe d'étanchéité performante. Et l'autre point en termes d'économie, c'est le recyclage aux écluses. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un bateau qui passe, on a un volume d'eau qui s'écoule vers le bief aval. Donc ces éclusées, comme on les appelle, elles sont 100% recyclées. Donc soit de manière gravitaire, et principalement gravitaire, par un système de bassin d'épargne. Donc on voit un peu le principe là, sur le schéma du centre. Et il y a toujours une tranche d'eau, de volume d'eau qu'on n'arrive pas à recycler via ces bassins d'épargne. Et donc cette eau, elle est repompée dans le bief amont. Donc le passage des bateaux est complètement neutre, ne consomme pas d'eau au niveau du canal. L'autre principe, c'était un principe de dimensionnement du schéma d'alimentation en eau en tenant compte du changement climatique. Et c'est sur ce sujet en fait qu'on a eu le plus d'échanges avec les services de l'État durant l'instruction du dossier, puisque l'absence de pompage dans les nappes et puis les principes d'économie du canal étaient actés depuis de longue date. Et donc on a eu pas mal d'échanges là sur ces hypothèses de changement climatique et de bien vérifier que ce schéma était robuste, même dans le contexte de réchauffement qu'on connaît aujourd'hui. Alors, dans le détail, on a pu exploiter les études qui étaient disponibles en matière de réchauffement climatique. Ce qu'on voit, c'est, tout le monde maintenant connaît ces évolutions et ces phénomènes. Donc une augmentation des périodes extrêmes, des phénomènes extrêmes, donc à la fois des étiages, mais aussi des surplus d'eau, des inondations. En été, des étiages qui vont être plus longs et plus secs, plus intenses. Et en hiver, alors ça c'est un phénomène qu'on voit dans le nord, dans la moitié nord de la France, pas forcément dans le sud de la France, mais des inondations, des hivers qui vont être plus humides, en tout cas avec des inondations plus fréquentes. Et donc la question qui nous était posée là, dans le cadre de l'instruction, c'était est-ce que la retenue de l'Ouette, donc qui présente un volume de 14 millions de mètres cubes, était dimensionnée pour faire face à ces périodes de sécheresse, y compris dans le cadre de ces évolutions à long terme. Alors, on avait eu l'occasion aussi de le présenter la dernière fois. Il y a beaucoup de sécurités qui ont été prises dans ce schéma d'alimentation. Alors, pour en citer quelques-unes, mais je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'on l'avait présenté la dernière fois. Donc, par exemple, pour dimensionner le schéma d'alimentation en eau du canal, on ne prend pas en compte les apports des précipitations. C'est-à-dire que chaque année, on va avoir un volume d'eau qui correspond aux pluies qui tombent dans le canal. Donc le canal, c'est quand même un plan d'eau qui fait à peu près 500 hectares. Et donc le volume d'eau cumulé sur une année de ces précipitations, c'est plusieurs millions de mètres cubes. Alors aujourd'hui, cette eau, on ne l'a pas pris en compte dans le dimensionnement en considérant que ça pouvait évoluer
Et par précaution, on n'a pas pris en compte. On a pris également en compte des hypothèses assez pessimistes d'évolution de l'évapotranspiration, c'est-à-dire qu'on est sur des taux d'évapotranspiration qui sont quand même très très nettement au-dessus de ceux qu'on connaît aujourd'hui et même voilà, des tendances actuelles observées dans le cadre du réchauffement climatique. Et on a pris en plus de tout ça des marges de sécurité qui sont appliquées toute l'année pour dimensionner les besoins en eau du canal. Alors on a pu, ce que nous ont demandé principalement les services de l'État, c'est de dire, bon, ok, vous prenez en compte plein de sécurité, mais finalement, en fonctionnement normal, si on prend en compte justement ces apports d'eau, si on prend en compte l'évaporation réelle jour par jour sur le projet, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que le canal va fonctionner correctement, etc. Et donc on a fait un certain nombre de simulations complémentaires qui ont pu être produites auprès des services de l'État et qui montrent en effet que même dans le cadre de l'évolution climatique, le schéma d'alimentation en eau qu'on a défini, il est très robuste et cette robustesse, elle vient principalement de la création de cette retenue louette qui permet de s'affranchir finalement des périodes d'étiage de l'Oise qui vont être sans doute plus intenses. Mais finalement, comme on ne prélève pas d'eau pendant l'été dans l'Oise, en tout cas quand il y a des périodes de sécheresse intenses, finalement on s'affranchit de ces phénomènes et le système est résilient à ces évolutions climatiques. Donc là, juste pour rappel, c'est l'escalier d'eau du canal avec ici côté Oise, le bief numéro 1 où on va prélever l'eau, c'est un bief qui est tenu par le barrage de Venette au niveau de Compiègne. Et ensuite la première écluse qui sert à alimenter le bief 2, donc l'écluse de Montmac qui est actuellement en cours de construction. Et ensuite, à chaque écluse, on va remonter l'eau jusqu'au bief jusqu'à la retenue louette ou jusqu'au bief de partage. Et ensuite, cette eau, elle s'écoule gravitairement sur les biefs du versant nord. On a pu également détailler dans le dossier de demande d'autorisation et dans le cadre de l'instruction la phase de mise en eau du canal. Et donc il y a un certain nombre de prescriptions aussi dans l'arrêté qui encadrent cette phase de mise en eau. Alors si on continue là sur les différents articles de l'arrêté, on a également un certain nombre d'articles qui encadrent les impacts sur les eaux souterraines. Donc à la fois des principes généraux dans l'article 157 et 158 avec pas d'installation dans les périmètres immédiats et rapprochés des captages AEP. Bon, ça c'était déjà prévu dans le dossier. La mise en place d'un plan de surveillance, donc il y a tout un réseau de piézomètres qui est déjà existant, qui est déjà suivi, mais on va le renforcer en certains points donc pour surveiller la qualité des eaux ou les niveaux d'eau pendant le chantier. Et il y a également des procédures d'alerte qui sont mises en place de détection des anomalies dans tous ces piézomètres de surveillance pour réagir au plus tôt si on détecte quelque chose. Alors, toutes ces prescriptions sont issues des avis des hydrogéologues agréés qu'on avait consultés dans le cadre de l'instruction pour tous les captages qui étaient potentiellement concernés. D'ailleurs, à l'époque, l'ARS nous avait demandé d'ajouter beaucoup de captages, même des captages qui étaient très peu concernés par le projet. L'ARS avait demandé un avis d'hydrogéologue agréé. Et donc tout ça, ça apparaît dans le dossier, ça fait l'objet d'un certain nombre de recommandations de la part de ces hydrogéologues qui sont réintégrées dans l'arrêté. On a quelques points particuliers sur le captage d'Hermie et d'Avrincourt, des diagnostics à réaliser avant la réalisation des travaux, notamment des travaux qui vont avoir un impact sur ces captages, qui peuvent avoir un impact sur ces captages.
Donc c'est principalement, alors non pas les travaux j'avais eu l'occasion déjà de le dire la dernière fois, mais ce qui impacte les niveaux d'eau dans les captages, c'est pas forcément la construction du canal Seine-Nord-Europe, mais c'est les interventions qu'on fait sur le canal du Nord, parce que pour le coup, le canal du Nord, lui est en interaction avec la nappe, ce qui n'est pas le canal Seine-Nord. Et donc quand on remblait certaines sections du canal du Nord, ou quand on le met à sec pour certaines phases travaux, et ben on va avoir des incidences sur les niveaux d'eau, parce que le canal du Nord, il alimente en fait finalement la nappe phréatique. Et donc des mesures particulières pour chacun des captages un peu plus sensibles du projet, avec un plan de surveillance qui est détaillé pour ces captages en particulier, avec des suivis mensuels et voire tous les 15 jours quand on aura des travaux sous nef. Donc c'est notamment le cas de certaines écluses. Ouais. Vous dites qu'il n'y a pas d'interaction entre la nappe et le canal. Il me semble qu'il y avait deux parties où il y avait une liaison quand même, où il y avait une connexion directe sur 2,1 km. Oui, en fait, il y a 3 points singuliers du canal où on a en effet des interactions avec la nappe, c'est-à-dire que la nappe, elle est au même niveau que le canal. Et donc, ça nous a conduit à ces 3 points singuliers qui font entre 800 mètres de longueur et 1 km au maximum, de ne pas mettre à cet endroit-là d'étanchéité sur le canal. Donc en effet, on l'avait présenté la dernière fois. En fait, ça ne sert à rien de mettre une étanchéité à cet endroit-là, puisque finalement l'eau du canal est en équilibre avec la nappe, et donc il n'y a pas de possibilité de perte vers la nappe, il n'y a pas non plus de drainage, et donc il n'y a pas nécessité en fait de mettre un dispositif particulier pour isoler le canal de la nappe. Alors le canal du Nord, par exemple, au niveau du tunnel de Riaucourt, il est particulièrement drainant donc en période de hautes eaux, et il y a finalement beaucoup d'interactions entre le canal et la nappe, beaucoup plus que voilà, ces 3 points vraiment singuliers où finalement il se passe quasiment rien. Alors, quand je dis quasiment rien, c'est que, évidemment, enfin, les niveaux de nappe varient en fonction des années, en fonction des périodes, des saisons. Et donc, en effet, il y a certains moments où le canal il va être un peu drainant et où le canal il va être un peu alimentant pour la nappe. Mais dans les études qu'on a pu faire pour savoir s'il fallait ou pas mettre une étanchéité, finalement ça représente des volumes qui sont très très peu significatifs et qui peuvent être considérés comme négligeables. Et si on a une pollution d'hydrocarbures dans le canal? Alors il y a des procédures d'intervention qui sont prévues donc pour être le plus rapide possible et circonscrire la pollution pour éviter qu'elle s'étende. Alors encore une fois, ces sections, elles sont en équilibre avec la nappe. Donc si on avait un phénomène d'infiltration très important, cette pollution, elle partirait tout de suite dans les nappes phréatiques. Là, c'est pas du tout le cas. En fait, on est vraiment en équilibre, donc la pollution, elle reste là où elle est. Évidemment, si on n'intervient pas au bout de 3 semaines, 1 mois, elle va finir par s'infiltrer dans la nappe, mais si on intervient en quelques jours, cette pollution, on peut la traiter directement dans le canal.
Les 3,5 milliers, c'est plus sur quelle commune, s'il vous plaît? Alors, on a la partie donc sur l'arrivée nord du canal, c'est-à-dire entre l'écluse de Oisy-le-Verger et la connexion avec le canal de la Sensée. Donc ça fait 800 mètres, et là, il n'y a pas d'étanchéité. Il y a une autre section, c'est au niveau du Grand Déblai d'Ytre, où il y a à peu près 1 km. Alors ça doit être, ça doit être la commune d'Étricourt, Malancourt. Et on a une autre section donc, qui est au niveau de juste à l'aval de l'écluse de Noyon, donc c'est dans l'Oise, et là ça fait à peu près 800 mètres. Sur Étricourt, Malancourt, ça fait 1 km. Est-ce que vous avez pris contact avec les SDIS pour savoir comment les choses se passeront avec les productions qui sont occupées Oui, il y a des échanges qui sont réalisés. Alors, ces échanges, pour l'instant, c'est surtout concernant une pollution qui interviendrait en phase chantier. Mais il est prévu de poursuivre ces échanges en associant VNF, qui sera l'exploitant du canal, pour définir justement les moyens nécessaires pour intervenir correctement en fonction du projet. Mais d'ores et déjà, par exemple, sur le secteur 1, on a eu des échanges sur tout ce qui était accès au canal. Donc il y a des rampes qui sont ajoutées pour intervenir rapidement si le SDIS le juge nécessaire. Pour compléter la réponse de David, donc sur la partie Artois-Cambrésis, on a déjà eu des contacts avec le SDIS, effectivement, ce qui a abouti à positionner un certain nombre de rampes de mise à l'eau sur le parcours par rapport à leurs contraintes futures d'intervention sur le canal. Peut-être David compléter aussi, puisqu'il y a 2 points que tu n'as pas évoqués forcément, celui de l'interdiction du prélèvement de l'eau dans le canal Seine-de-Revaux, parce que ça peut aussi intéresser, et l'autre point qui est qu'il n'y a pas de rejet non plus direct tiers dans le canal. Oui, il y a un objectif assez global de bonne qualité d'eau du canal. J'avais eu l'occasion de le présenter la dernière fois, mais il y a beaucoup d'aménagements écologiques qui sont intégrés au canal, donc ce qu'on appelle des berges lagunées ou des annexes hydrauliques. C'est des milieux qui sont aménagés au sein du canal, sur les berges, pour pouvoir accueillir toute une faune aquatique. Et donc pour que ça marche, il faut une bonne qualité d'eau du canal. Et donc il n'est pas prévu de rejet. Alors il y a des bassins versants qui sont en point bas, qui se rejettent dans le canal, mais c'est des surfaces qui sont très limitées. Et dans le dossier, on avait pu réaliser une modélisation de la qualité d'eau du canal sur le long terme, qui démontrait qu'on pouvait disposer d'une qualité d'eau qui était proche de celle de l'Oise, qui est le milieu dans lequel on prélève, et que cette qualité elle était maintenue sur le long terme. Il n'y avait pas d'eutrophisation, il n'y avait pas de concentration de pollution sur le long terme, et donc ça permettra d'avoir une vie aquatique dans le canal. Et les rampes serviront à quoi exactement? En fait, les rampes, c'est des rampes en cas de... si jamais il y a un problème, un accident alors, qui n'est pas forcément un accident lié à une pollution, mais ça peut être un accident de personne, le SDIS doit pouvoir intervenir très rapidement. Donc il y a des études qui sont réalisées pour voir si il y a des zones, toutes les zones sont accessibles et les temps de réaction sont satisfaisants. Et donc si ça ne l'est pas, il y a des aménagements qui sont réalisés qui sont intégrés au projet pour pouvoir accéder plus facilement à ces zones. Et c'est notamment, par exemple, des rampes d'accès pour mettre des bateaux à l'eau facilement. Vous dites qu'il y a un équilibre entre la nappe et puis le niveau de l'eau dans le canal.
Mais le niveau de la nappe, il évolue au cours des années. Et s'il diminue, alors, ça peut aussi diminuer le niveau de la nappe. Ça veut dire que c'est le canal qui va alimenter la nappe. Alors, en fait, il y a un battement de la nappe. Alors, il faut que nous, distributeurs d'eau, on s'assure que le niveau de la nappe, il est stable, mais on ne peut pas le garantir. Hein. Le niveau de la nappe, nous, on travaille sur des données historiques. Donc, il y a des niveaux historiques bas, il y a des niveaux historiques hauts, il y a des variations saisonnières. Et en fait, c'est ces éléments-là qu'on a pris en compte, et le canal, l'eau du canal se trouve entre ces niveaux de battement. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que en période de haute eau, le canal il va récupérer un petit peu d'eau, et en période de basse eau, il va alimenter. Mais c'est des volumes qui sont très très faibles en fait. Donc c'est pas, et sur des, comment dire, des longueurs qui sont aussi assez faibles par rapport à la totalité du canal. Mais il faut aussi préserver la qualité de l'eau de la nappe. Oui, oui. L'eau du canal, ça va être de l'eau de l'Oise, hein, donc c'est de l'eau de bonne qualité. Hein. On sait que certaines pays font leur bilan dans le canal. Mais elle n'est pas potable. Hein. Non, c'est pas de l'eau potable. Hein. C'est pas possible. J'espère que vous avez raison, je ne suis pas si sûr. Alors, ces éléments ils sont disponibles dans le. On avait détaillé ces éléments dans le dossier de demande d'autorisation. Évidemment, donc, ce dossier il a été soumis à enquête publique, mais on l'a laissé sur le site internet. Il reste accessible sur le site internet. Donc, si vous voulez consulter ces études de manière plus détaillée, elles restent accessibles sur notre site internet. Quand même un point de faiblesse. Oui. Limitablement. J'espère que vous avez raison. C'est pas si sûr que ça. Aujourd'hui, le canal du Nord est en interaction beaucoup plus forte avec la nappe. Et ça ne pose pas vraiment de problème. Le canal du Nord, il alimente énormément la nappe. Hein. On l'a vu à travers nos études. Ce que fera pas le canal Seine-Nord, c'est-à-dire que les volumes qui sont en jeu sont beaucoup plus faibles sur le canal, dans le cas du canal Seine-Nord que le canal du Nord. Et le canal du Nord, il est alimenté par la Somme et par l'Oise. Hein, donc et la qualité de la Somme est un peu moins bonne que la qualité de l'Oise. Bon, je vous propose qu'on poursuive. S'il y a d'autres questions sur le sujet de l'eau, on pourrait y revenir après. Donc là, je vais compléter le propos que je vous ai tenu tout à l'heure en vous montrant, finalement, en vous donnant à voir quels sont réellement les travaux qu'on a pu réaliser sur l'artuel Cambrésis. Donc tout à l'heure, si vous vous souvenez, je vous ai dit on fait des travaux, c'est-à-dire on fait du béton, mais en parallèle aussi on a un certain nombre d'interventions, de mesures liées aux aménagements environnementaux que l'on réalise. On en a déjà réalisé quelques-uns, quelques hectares de part et d'autre du futur canal Seine-Europe. Donc là, vous avez des visuels illustratifs des interventions qu'on a réalisées. Donc on est déjà intervenu en 2003 du côté de Loisy-le-Verger de Bigny-au-Bac, donc là, qui est intervenu sur 2 parcelles, c'est ce que vous voyez sur la partie gauche de l'écran. On a notamment créé des mares et restauré des lisières boisées. Donc les premières observations de terrain montrent que l'aménagement répond aux attentes qu'on avait pu formuler. Et puis actuellement, alors là c'est dans le cadre d'un partenariat un peu plus particulier, puisqu'on intervient sur un espace naturel sensible qui est propriété du département du Pas-de-Calais, qui est dans la gestion déléguée à Eden 62, que vous connaissez sûrement dans la salle. Et donc ils sont intervenus sur le boisement qu'on appelle du bois d'Urieux, donc qui sont 4 espaces boisés qui se répartissent dans les environs de Bertincourt et des communes environnantes. Là ils ont notamment travaillé les lisières boisées, des îlots de sénescence. Donc ça ce sont des aménagements qui sont en train de se terminer, qu'on avait engagé en fin d'année dernière. Donc tout ça pour préparer effectivement l'arrivée du canal, puisque David l'a plus ou moins évoqué à un moment donné dans son propos, mais l'essentiel de mesures de
reforestation, on les réalisera via des plantations, notamment sur les talus des terrains de dépôt définitifs qu'on sera amené à aménager in fine pendant la construction du canal en tant que tel. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, il y a un chantier pas trop loin de chez vous, c'est au Bach-Lebac, on a à peu près un quart d'heure de route de Cambrai. Donc pour se remettre un petit peu en situation, ici vous avez le canal de la Sensée, ici, hein, déjà le réseau à grand gabarit sur lequel Seine-Nord effectivement se connecte. Donc pour mémoire, vous partez ici en direction de la métropole lilloise et plus loin des grands ports maritimes de Dunkerque. Vous partez dans cette direction, Valenciennes, Mesco, la Belgique. Puis là, on a l'ensemble du complexe des marais de Ligny et de Vénémont qui se trouve dans ce secteur-là. Donc là, vous avez une vue, effectivement, c'est le point de connexion, c'est l'embouchure. Alors c'est le point de départ, c'est le point d'arrivée du canal, tout dépend comment on va regarder le projet. Aujourd'hui, le quai que je vais vous montrer juste après en photo, il est exactement ici, c'est-à-dire qu'il fait office de bouchon, et si je peux m'exprimer ainsi, il vient fermer l'aménagement, d'où son caractère temporaire, vous l'aurez compris, et David l'a dit, il y a 800 mètres à peu près, donc sans complexe d'étanchéité. Et là, on arrive effectivement sur le complexe l'écluse de Oisy-le-Verger. Donc vous devinez ici sur le plan l'aménagement avec cette zone ici qui sont les fameux bassins d'épingle qui auront vocation à récupérer les 2 tiers d'eau utilisés à chaque passage de bateau. Et puis on a ici notre aménagement pour lutter contre les intumescences qui a vocation à casser finalement, à dissiper l'énergie que génère le flux d'eau au passage des bateaux. Donc c'est une zone là qui va être en chantier et qui va connaître des bouleversements sensibles et importants, on va dire à partir de la fin de cette année si tout va bien, et puis l'année prochaine. Alors concrètement sur le terrain, qu'est-ce que ça donne à l'heure d'aujourd'hui, puisque la photo est récente, elle a été prise hier sur place. Donc vous avez ici la Sensée. Le pont pour aller à Vénémont est juste là à peu près, pour remettre en perspective. Et donc là, vous avez une vue de ce que sera notre quai. Donc là, il fera à peu près 121 mètres de long, hein, c'est un quai plutôt classique. Prochaine étape, effectivement, ça va être la mise en place des pales planches, donc ces fameux profilés métalliques que vous dînez quelquefois, donc qui vont nous permettre de faire la forme définitive du quai, et puis surtout tenir ensuite l'ensemble de l'aménagement. Et donc l'installation a vocation à être opérationnelle d'ici la fin de cette année, et comme je l'ai dit dans le propos introductif, ça servira à l'alimentation d'une partie des matériaux qui seront nécessaires aux opérations de construction, notamment l'écluse de Oisy-le-Verger. Donc on a ce quai de Mâche-le-Bac, et puis on utilisera aussi un autre quai qui existe aujourd'hui sur le canal du Nord et qu'on viendra conforter, puisqu'il n'est plus trop usité aujourd'hui, donc il a besoin d'être renforcé. Donc sur la commune d'Avrincourt, on n'est pas très loin de la route départementale 15. Et donc on aura ces 2 quais qui vont nous permettre comme ça effectivement d'avoir un apport de matériaux qui ne se fera pas exclusivement par la route sur le chantier. Et ce quai, comme je vous le disais, servira entre autres à la construction de l'écluse de Oisy-le-Verger. Donc aujourd'hui on est sur une notification du marché à compter de la rentrée de cette année, ce qui veut dire que de manière concrète on aura les entreprises de travaux qui seront sur site en 2026, avec une base travaux qui est associée à la réalisation de cette écluse. Alors quand on dit base travaux, c'est qu'à un moment donné, vous avez sur le territoire l'arrivée d'à peu près de 400 à 500 personnes qui vont être localisées sur un point géographique donné, puisque c'est le volume de compagnons qui est nécessaire pour mener à bien ce chantier. Donc c'est un ouvrage quand même de grande ampleur, hein, puisque la hauteur de chute, on a dit, c'est 25 mètres, ce qui veut dire que vous avez aussi la partie supérieure de l'ouvrage et la partie inférieure. Et puis, particularité de cette écluse, vous voyez cette tour belvédère en bois qui est ici, hein. Elle fait partie des 3 écluses qui seront visitables demain par le public sur les 107 km. Donc, ça veut dire qu'il y aura un pôle d'attractivité touristique majeur qui sera donc à Oisy-le-Verger, qui vous permettra à partir d'Oisy de prendre la véloroute qui va être aménagée sur les 107 km du canal Seine-Europe, donc vous rendre jusqu'à Compiègne si vous le souhaitez. Naturellement, on va remédier les itinéraires avec le chemin de halage de la Sensée, puisqu'on l'interrompt avec la construction du canal Seine-Europe. Donc si tout va bien, on commence les opérations de terrassement. J'avais mis premier semestre 2025, j'étais optimiste, c'est plutôt, on va dire, deuxième semestre 2025, et puis ensuite les équipes techniques de construction de l'écluse, et une écluse en moyenne il faut à peu près 4 ans pour la construire. Je vous ai dit tout à l'heure qu'un ouvrage d'art c'est à peu près 2 ans, une église il faut à peu près 4 ans de chantier pour la mener à son terme. Donc voilà, je veux dire, les prochaines étapes à venir sur notre territoire de l'Artois et du Cambrésis avant 2027, où là on entrera effectivement
avec un certain nombre de chantiers d'intervention. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'à un moment donné, on va être amené à intervenir sur toute ou partie de notre périmètre. C'est-à-dire qu'on ne va pas commencer par le nord, descendre vers le sud ou vice-versa, mais on va bien être amené à avoir une succession de chantiers qui vont être répartis. Pour ce qui nous intéresse dans l'artois cambrésis, je vous rappelle, c'est 28 km sur l'essentiel que nous représentons. Sur ces 28 km, à un moment donné, on aura une succession de chantiers et d'intervenants, mais on aura l'occasion, je pense, Monsieur le Président, de venir vous présenter tout ça dans le détail le moment venu. Et ce que je vous propose, s'il n'y a pas de questions sur cette partie-là, c'est qu'on enchaîne sur la dernière partie de notre intervention. Ah, il y a une main qui s'est levée, autant pour moi. Pourquoi construire un quai de 121 mètres alors qu'à l'avenir on aura des bateaux de 140 mètres? Parce que c'est un quai provisoire, il est juste là pour le chantier, c'est-à-dire qu'on le casse à la mise en service de Seine-Nord. Si on veut que les bateaux puissent entrer et sortir de la Sensée, il faut qu'on l'enlève, puisqu'il est vraiment perpendiculaire. J'ai utilisé l'expression de bouchon tout à l'heure, effectivement, il est bien, voilà, ce qui explique sa longueur, effectivement, qui n'est pas standard avec ce qui sera amené à circuler demain sur Seine-Nord. Mais là, effectivement, c'est 121 mètres, parce que c'est ce qui nous semble pertinent, c'est ce qui répond aux études techniques qui ont été menées pour l'approvisionnement possible via la Sensée demain. Je ne vois pas d'autres mains levées, donc je vous propose qu'on passe à la dernière partie de la présentation, qui est donc le suivi de la phase chantier, où David va rentrer un peu plus en détail, notamment sur les aspects de comitologie, mais pas que. Oui, un détail sur le comité de suivi dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ce comité de suivi il se réunira à son choix, mais l'idée, ce qui est en cours là sur le secteur 1, sur la partie Compiègne-Noyon, c'est des réunions 1 à 2 fois par an, en fonction évidemment du dynamisme du chantier. Ce comité, donc, il sera, la composition est définie dans l'arrêté. Et il sera amené à examiner l'état d'avancement des travaux, la mise en œuvre des différentes mesures, donc pas seulement compensation, mais aussi tout ce qui est des mesures d'évitement ou de réduction d'impact qu'on met en œuvre dans le cadre du chantier. Donc toutes ces mesures, elles sont décrites dans le dossier de demande d'autorisation. Il y en a une cinquantaine, et à chaque fois on les adapte en fonction. Évidemment, ça induit que on vous présente à intervalles réguliers le bilan de ces mesures et de leur efficacité. On a évidemment, donc ça c'est assez classique, un bilan du programme de suivi des impacts et des compensations. Donc spécifiquement sur les mesures de compensation, c'est la situation des travaux qu'on aura réalisés à date, ceux qui sont prévus d'être engagés dans les prochains mois, et si on en dispose, les premiers suivis qu'on aura réalisés sur les mesures compensatoires pour évaluer leur efficacité. Alors évidemment, l'efficacité d'une mesure compensatoire, elle ne se mesure pas sur 1 ou 2 suivis, ça se mesure sur le long terme. Et donc là, il y a 30 ans de suivi qui sont prévus par l'arrêté sur l'ensemble des mesures compensatoires. Et donc, évidemment, ce qu'on va pouvoir vous présenter, nous, Société du Canal, c'est les premières années de suivi, et ensuite c'est le VNF qui prendra le relais. Voilà, ce comité. Il faut préciser qu'on a des sites de compensation qui seront pendant 30 ans confiés à des gestionnaires qui ne sont pas a priori VNF dans leur premier temps. Oui, l'idée, alors le VNF en tant que maître d'ouvrage a la responsabilité du canal et des mesures compensatoires, mais il y a un choix qui a été fait entre la Société du Canal et VNF, c'est dès qu'un site va être restauré, donc on va, ça va être c'est le cas dans l'Oise, pour le secteur 1, on a décidé de confier ces mesures compensatoires à des spécialistes, donc des organismes tiers qui disposent de
compétences particulières dans la gestion des milieux naturels. Et donc on va passer des conventions avec ces organismes pour que ce soit eux qui soient gestionnaires et qui assurent le suivi des sites sur le long terme, donc sur les 30 ans, et pas forcément VNF ou la Société du Canal, donc c'est pas forcément le cœur de métier. Et donc l'idée c'est de passer ces conventions au fur et à mesure, et donc on a pour objectif de passer les premières conventions dans l'Oise dès cette année. Donc normalement les premiers sites vont être mis en gestion là en fin d'année. Vous avez déjà repéré sur notre territoire les sites où il va y avoir une mesure de compensation? Oui, tous les sites de mesure de compensation là, sont identifiés dans le dossier. Donc non seulement ils sont localisés géographiquement, donc il y a des cartes qui permettent de bien localiser ces sites, et sur chacun des sites, il y a ce qu'on appelle un plan de restauration et de gestion. Donc c'est les mesures qu'on va mettre en place sur ces sites pour passer d'un stade A, ce qu'on recherche plutôt, c'est des sites plutôt dégradés pour avoir de la plus-value environnementale. Et donc, on décrit les travaux de restauration qui permettent de passer de ce stade A dégradé à un stade B restauré. Et ensuite, il y a tout le plan de gestion. Donc, c'est-à-dire que pour entretenir ce site dans de bonnes conditions, il faut y revenir. Alors, pas forcément tous les ans, mais tous les 3 ans, tous les 5 ans. Sur une période de 30 ans. Et toutes ces mesures, elles sont déjà décrites dans ces plans de gestion. Évidemment, les organismes à qui on va confier les mesures, tous les 5 ans, elles auront à mettre à jour ces plans de gestion, parce que, évidemment, les sites, ils évoluent, ils donnent des choses qui sont variables, et donc il faut faire avec la nature. Et donc, ces sites, alors on conserve évidemment l'objectif de compensation initiale, mais il y a une marge de manœuvre, et donc l'organisme chargé de l'entretien va être amené à mettre à jour ces plans de gestion avec un rythme quinquennal. Il restait une slide, et si vous avez encore quelques minutes d'attention, j'ai peut-être une vidéo 3D qui peut être intéressante aussi à montrer pour vous donner à voir finalement perspective de réalisation. On se voulait terminer, c'était par la partie dialogue territorial, puisque effectivement on a été très présent sur le territoire pendant une phase de concertation lors des études de conception détaillée, ce qui a permis notamment d'arbitrer sur le positionnement des terrains de dépôt de terres définitifs, etc. Naturellement, on va accompagner le chantier, puisque l'objectif c'est que le chantier se déroule dans de meilleures conditions. Donc on a tout un dispositif que je vais très rapidement balayer, mais effectivement une information systématique avant l'engagement des séquences de travaux. Donc pas plus tard qu'hier, pour illustrer mon propos avec l'entreprise, on a fait un peu de boitage à Aubin-Cholobac, puisqu'on a une séquence qui démarre avec la mise en place des balles planches mercredi, qui avait nécessité effectivement d'informer nos riverains immédiats et puis les maires des communes concernées. On a un dispositif quand même assez proche, on va dire, du terrain, qu'on améliore naturellement chaque année, y compris en fonction des enseignements que peuvent nous donner nos collègues de l'Oise, parce qu'on est, comme vous le savez, depuis 4 ans en travaux. Donc il y a des vidéos d'immersion, vous en retrouvez un certain nombre sur la chaîne YouTube du canal. Moi je vais essayer de vous en montrer une si l'ordinateur le veut bien. Je tiens à signaler qu'on fait, lors du démarrage des premiers grands travaux sur le territoire, on fera systématiquement des réunions d'information de travaux. On en a fait une l'année dernière à Roisy-le-Verger, donc ça concernait le quai d'Aubin-Cholobac. On a eu 85 participants, ce qui est quand même une influence plus honorable pour ce type de réunion, et donc on fera... C'est le format réunion publique, mais là on est, on va dire, dans du pratico-pratique et du localo-local, si vous me permettez l'expression, puisqu'on va dire concrètement voilà ce qu'on va construire, concrètement voilà comment l'entreprise va travailler, concrètement voilà comment on va alimenter le chantier, et puis les dispositifs que l'on met en œuvre pour accompagner au mieux et réagir en cas de besoin si on avait des interpellations du public. Donc voilà, on sera amené à reconduire ce type de réunion d'information de travaux. La prochaine sera pour le terrassement des plus de Voisy, si tout va bien, d'ici la fin de l'année. On a une opération nichon du canal, on n'en a pas parlé, mais ça fait partie des mesures de réduction
de nos impacts du projet, qui d'ailleurs a eu un écho très positif sur la table Ambroisie, on a quasiment 500 personnes qui se sont inscrites, donc on proposait 4 types de nichoirs, donc c'est à mettre dans son jardin. On pourra détailler si vous le souhaitez, mais en tout cas voilà, un succès. La seule obligation qu'a le particulier, c'est de faire un suivi une fois par an pour nous indiquer effectivement quel oiseau est présent dans l'habitat qu'il accueille. Les lettres d'information territoriale qu'on distribue 2 à 3 fois par an, donc moi je vous invite à vous inscrire, si vous ne l'avez pas encore fait, sur le site internet de la Société du Canal, comme ça vous la recevrez en même temps que les habitants du territoire qui le long directement dans leur boîte à lettres. Et puis enfin, de garder toujours un petit œil ouvert sur le site de la Société du Canal, où on met un certain nombre d'actualités de manière régulière sur la lancement de l'opération, sur les aspects particulier à l'image de l'opération des nichoirs que je viens d'évoquer, alors qu'elle concernait les particuliers, donc là pour les particuliers le sujet est clos, et là on termine le déploiement dans les écoles et collèges du secteur, et ça rencontre aussi une adhésion assez forte des territoires concernés. Voilà quelques slides qu'on souhaitait vous présenter avec David sur l'état de l'avancement de l'opération et la problématique de l'eau. Alors, je ne sais pas si ça amène d'autres questions complémentaires à l'issue de notre présentation. Vous avez dit que vous aviez en réserve un prix. Voilà, je vais chercher, mais je crois avoir vu une main qui se levait dans le fond. Oui. J'avais une question, vous avez indiqué qu'il n'y aurait pas de prélèvement pour recharger la retenue de 14 millions de mètres cubes. Est-ce que vous pouvez préciser quel sera son mode de rechargement? Alors si hein, la retenue Louette, elle est alimentée comme le canal par l'Oise. C'est juste que ces prélèvements ils se font de manière différée. C'est-à-dire que si on prend une année un peu classique, de janvier à mai, on va avoir un prélèvement direct dans l'Oise parce que les débits sont tout à fait satisfaisants. Après, à partir de juin, on peut commencer à avoir des débits qui sont un peu plus faibles. Et ça, ça dépend des années, mais ça peut aller jusqu'au mois d'octobre. Hein. Et donc, à ce moment-là, quand on passe en dessous d'un certain seuil, là, on va prélever dans la retenue Louette. Et une fois que les débits de l'Oise sont redevenus corrects, on procède à un prélèvement direct dans l'Oise. Et il y a toujours un moment en hiver, donc entre novembre et mars, où on a des débits de l'Oise très très importants, et c'est à ce moment-là qu'on va restocker dans la retenue Louette. Pour vous donner un exemple, là, tout à l'heure Jean-Yves disait qu'on était stoppé dans notre progression de chantier dans l'Oise parce qu'on était soumis à des crues. Le débit moyen de l'Oise, c'est 100 mètres cubes par seconde, à l'endroit où on prélève. On a eu 2 pics au-dessus de 300 mètres cubes par seconde. Donc c'est des débits en fait, qui sont très importants, qui sont observés chaque hiver, qui vont peut-être s'intensifier du fait du réchauffement climatique. Et donc cette eau, elle est captée pour recharger la retenue Louette en période hivernale. Le long de l'Oise, il y a une succession, si je ne m'abuse, d'étangs. Surtout du côté de Guise jusque la Capelle, nous avons pas mal d'étangs qui sont en proximité du Congo. Il n'y a pas de danger de vider ces étangs. Alors non, il n'y a pas de danger du tout de vider ces étangs. Sans rentrer vraiment dans le détail, en fait le canal Seine-Nord, il a un effet d'évacuateur de crues, et pour des crues qui sont très importantes, c'est-à-dire des crues centenales. Donc aujourd'hui dans l'Oise, il y a plusieurs lots d'habitation qui sont inondés,
Et donc, alors leur situation, et on ne va pas les mettre hors d'eau, mais leur situation va être améliorée du fait de l'arrivée du canal. Mais il y a un certain... Donc ça, c'est parce qu'il y a un effet de, voilà, d'évitance plus importante du fait de la largeur du canal. Pour autant, pour des petites crues, donc les crues qu'on appelle biennales, les crues morphogènes, donc c'est-à-dire des petites crues qui sont très bénéfiques pour la biodiversité, ça, en fait, on maintient ces crues à l'identique, et c'est très important de le faire parce que justement, donc ils alimentent ces étangs, mais surtout l'ensemble des zones humides de la vallée de l'Oise qui sont classées Natura 2000, et donc c'est essentiel de pouvoir maintenir ces niveaux d'eau exactement comme ils le sont aujourd'hui. Et donc il y a un aménagement en particulier au niveau de Plessis-Brion qui permet justement de retrouver ces niveaux d'eau malgré l'arrivée du canal Seine. On a connu aussi l'inverse, c'est-à-dire qu'on a connu 3 années avec une sécheresse hivernale. Donc c'est l'inverse. Il faut s'assurer que notre réserve sera suffisante lorsque justement on aura des hivers sans pluie. Et ça a déjà existé, puisqu'on a eu des niveaux piézométriques qui sont devenus un niveau très dangereux parce qu'on n'avait pas eu de pluie pendant 3 hivers de suite. Donc, alors, il faut des choses dans les deux sens. Les crues et aussi les sécheresses hivernales. Oui, tout à fait. Et il faut vraiment regarder ça du point de vue du débit de l'Oise, parce que c'est évidemment la source de prélèvement. Et donc, le phénomène que vous décrivez là, c'est typiquement ce qu'on a eu au début de l'année 2023, où on a eu vraiment une sécheresse à partir du mois de février. Là, donc ça, on intègre à chaque fois les années un peu particulières comme ça pour vérifier que notre système est robuste. Et donc, en l'occurrence, en 2023, on n'aurait pas eu de problème, moins de problèmes qu'en 2022 d'ailleurs. Enfin, en tout cas, quand je dis problème, c'est du déstockage de la retenue Louette, parce que la retenue Louette, elle est dans les 60 ans de chronique dont on dispose. Si on teste le fonctionnement de la retenue Louette dans les 60 ans de chronique dont on dispose, on ne vide la retenue Louette au maximum à 70%. Évidemment, ce qui nous intéresse, ce n'est pas les années passées, c'est les années futures. Mais là, pour les années futures, on a pris en compte justement les marges de sécurité dont je parlais tout à l'heure et la disponibilité. Enfin, il existe une réserve dans la retenue Louette qui permet justement de pallier à ces évolutions sur le long terme. Mais en effet, il y a des nouveaux phénomènes comme ça qu'on observe et c'est vraiment intéressant de pouvoir les intégrer. Aujourd'hui, en tout cas en 2023, il n'y aurait quasiment pas eu de déstockage de Louette pour cette année-là. Je pense qu'il y a un graphique là-dessus. Peut-on imaginer qu'il ne puisse pas y avoir de trafic sur ce tronçon, justement à cause du manque d'eau? Tout est prévu pour qu'il y ait suffisamment d'eau pour que le passage des bateaux puisse s'effectuer. Oui, alors le schéma d'alimentation en eau, c'est pas une garantie d'alimenter le canal quoi qu'il arrive. Enfin, je veux dire, il y a des phénomènes qui font que, des phénomènes extrêmes, qui font que de temps en temps, la navigation devra l'interrompre parce que il n'y a pas d'eau. Donc aujourd'hui, statistiquement, on est sur une interruption une fois par siècle. Donc, évidemment, si on restreignait la navigation tous les ans, il y aurait un problème. Là, c'est une fois par siècle, c'est-à-dire qu'il y aura un phénomène d'une ampleur telle qu'on devra interrompre la navigation. Regardez ce qui s'est passé sur le Rhin en 2022. Les Allemands, ils ont arrêté la navigation sur une section du Rhin, et donc elle a repris derrière. Évidemment, si ça se passe une fois tous les 100 ans,
il n'y a pas de problème. Enfin, c'est quelque chose qui n'est pas problématique. Oui, on sait que la Sambre alimente l'Oise. Quelle va être l'incidence des travaux sur la Sambre? Il n'y a pas d'incidence en fait, en termes de ressources en eau, vous dites? Ah oui, puisque la Sambre alimente l'Oise actuellement. Il y a un canal de la Sambre à l'Oise. Ouais. Alors le prélèvement, il se fait vraiment au niveau de la confluence entre l'Oise et l'Aisne, donc un peu en amont de Compiègne. Donc la Sambre, elle alimente l'Oise bien plus en amont, quoi. Donc le prélèvement, il se fait vraiment en aval et dans un bief qui reçoit finalement les eaux de l'Oise, les eaux de l'Aisne, les eaux de la Ronde, et donc qui est en plus réglé en niveau par le barrage de Venette. Et donc il n'y a pas de phénomène, enfin ce prélèvement, il ne peut pas entraîner d'abaissement des niveaux d'eau à cet endroit-là en particulier. Si on avait fait le prélèvement un peu plus en amont, donc il y avait au tout début des études, en 2005, des études qui avaient regardé si on pouvait prélever éventuellement l'eau au niveau de Chauny, parce qu'à Chauny, il y a déjà une prise d'eau qui alimente le canal latéral à l'Oise, et donc gravitairement, enfin, d'un point de vue pratique, ça aurait été plus souhaitable. Sauf que là, en dessous de ce point de prélèvement, en dessous de Chauny, on a toutes les zones Natura 2000 de l'Oise, et donc on aurait créé, alors pas forcément des abaissements de niveau très significatifs, mais quand même des abaissements de niveau. Et donc le choix a été fait de faire ce prélèvement au niveau de Montmac, là où on n'avait pas de sensibilité de ce point de vue-là, plutôt que plus en avant au niveau de Chauny. Mais même au niveau de Chauny, on n'aurait pas eu d'impact sur la Sambre. Oui. Oui, donc là vous faites le prélèvement ça va pas vous impacter, donc pour le canal c'est bon, mais pour les populations, c'est-à-dire les agriculteurs, l'environnement et tout ça, ça risque de poser des problèmes, puisque sur le syndicat mixte Oise-Aronde, ils ont déjà été en tension, et du coup c'est les populations qui risquent d'être embêtées, parce que c'est quand même l'Oise qui approvisionne la nappe qui est située à cet endroit-là. Donc, bon, pour vous, canal, vous ne serez pas embêté, mais pour les agriculteurs, les particuliers et tout ça, ça risque de poser des soucis, puisqu'ils en ont déjà eu. Alors, justement, ces règles de prélèvement dans l'Oise, c'est ça qui nous permet justement de... En fait, il y a des systèmes de seuil d'alerte et de restriction d'eau qui sont définis par arrêté préfectoral. Et donc, si vous voulez, quand l'Oise atteint un certain débit, il faut commencer en effet à partager l'eau. Et donc il y a l'arrêté préfectoral qui permet de dire il y a tel usage qui doit stopper, il y a tel usage qui doit perdurer selon certaines conditions, etc. Nous, en fait, le prélèvement dans le canal, il est déjà interrompu quand on se pose la question de comment on doit partager l'eau, et est-ce qu'il y a avant l'arrêté préfectoral, si vous voulez. Donc, on est déjà sur une alimentation par l'ouette. Donc, si vous voulez, ces conflits d'usage, comme on les appelle, finalement, on s'en affranchit du fait du fonctionnement du canal avec cette retenue d'eau qui finalement rend le canal finalement indépendant de ces sujets de conflits d'usage. Et donc, au-dessus du débit qu'on a défini, il n'y a pas de restriction d'eau, il n'y a pas de problème d'eau, quoi. À notre extrémité, est-ce qu'en période de crue, le bassin d'Ouette est alimenté? Alors, est-ce qu'il y a des prélèvements? Est-ce que ça permet de décréter en quelque sorte? Alors oui, le prélèvement, l'Ouette va finalement ponctionner les débits de crue de l'Oise.
Maintenant, la question c'est est-ce que c'est efficace? Enfin, je pense que c'est ça votre question. C'est est-ce que c'est efficace pour les populations qui sont aujourd'hui inondées? La réponse, elle est non. Hein. C'est-à-dire que aujourd'hui, enfin, je ne sais pas si vous connaissez l'entente Oise-N, qui est l'établissement public de bassin qui gère justement ce sujet des inondations. Donc, il crée des systèmes de bassins réservoirs qui permettent justement de décréter la crue. Bon, les débits dont on parle, c'est des débits beaucoup plus importants que ce qu'on pourra écréter avec l'Ouette. Le remplissage de l'Ouette, il se fait à 1,35 m3 par seconde. Donc quand on a une crue évidemment de 500 m3 par seconde dans l'Oise, je dirais que nous, oui, évidemment, on peut remplir la retenue, mais en termes d'efficacité sur la crue, c'est même invisible. Je propose qu'on termine par la petite vidéo. Donc on arrive de la Somme, hein, et on va remonter vers Aubin-Chelobach. Donc c'est issu de la maquette numérique réalisée par un maître d'œuvre, c'est texturé, habillé, c'est là où on passe, hein, puisque vous verrez que ce sont des images Google Earth notamment sur lesquelles on s'est incrémenté. Et donc on va aller sur. Alors c'est pas une vidéo qui se déroule, je vais dire tranquillement, de Ytre jusqu'à Aubin-Chelobach, mais on fait quelques zooms sur des points singuliers du parcours. Vous allez voir le grand déblai de Ytre, c'est ce que vous avez là à l'écran depuis quelques minutes. On se projetera ensuite sur le fameux pont canal de l'autoroute A26 de Marquion. Vous apercevrez les deux écluses emblématiques et on terminera par la confluence au niveau de Aubin-Chelobach. Alors ça va un petit peu vite, je préfère vous le préciser. Donc effectivement, vous entendrez parler de cette notion de grand déblai, donc c'est la partie du canal qui est très basse dans le terrain naturel sur la partie sud du tracé. Donc vous avez pu apercevoir qu'il y avait des chemins de service, hein, comme sur le canal du Nord, vous le connaissez actuellement. Donc là, on est en train de remonter très vite. Alors, on est sur le secteur d'Hermie, ici, Hermie-Royaucourt, donc on raménage entre autres une voie communale qui préexiste mais qui est peu praticable, et on la rend aisément circulable demain. Et vous voyez les types d'aménagements qu'on sera amené à réaliser, ponton de pêche, berge adoucie et végétalisation qui va avec. Donc là, on va arriver sur un des points singuliers du parcours. Donc c'est effectivement demain le canal qui va passer au-dessus de l'autoroute A26. Il y a quelques années, vous aviez les avions de chasse dans la ligne d'horizon. Demain, ça sera plutôt péniche et containers que vous verrez. Donc c'est assez simple. On va venir monter une structure au-dessus de l'autoroute et puis après on fait le remblai et puis on met quelques litres d'eau pour permettre au bateau de circuler. Et là, vous arrivez sur l'écluse de Marquion-Bourlon, qui est donc la plus grande. Elles sont toutes conçues sur le même design, le même principe. Vous apercevez là les petits rectangles blancs, ce sont les plages de sortie d'eau, c'est-à-dire les zones qu'on aménage. Hein, on rend les berges plus praticables par la grande faune notamment, parce que c'est un des enjeux aussi qui ont accompagné la conception du canal, de s'étonner de ne pas revivre la même situation que vous pouvez connaître avec le canal du Nord aujourd'hui, ou notamment au printemps. Un certain nombre de niveaux s'épuisent à vouloir remonter sur la berge opposée. Donc là, vous devinez Yves-Vallée, le futur port intérieur, son data center, je ne vais pas m'étendre sur le sujet. On arrive sur l'écluse de Oisy-le-Verger. Donc là, vous voyez sur la droite les fameux bassins d'épergne qu'on récupère à l'eau, hein, qu'on utilise aux éclusées. La perspective avec la porte d'écluse, la fameuse tour Belvédère que je vous ai montré tout à l'heure. Et puis on arrive sur la confluence avec la Sensée, avec le rétablissement des RD 14E et RD 71, donc qui sera sous forme de ce type d'ouvrage, le type d'ouvrage que vous retrouverez d'ailleurs aussi sur le tracé du canal, puisqu'on a cherché à avoir une uniformité pour les rétablissements routiers selon le type d'ouvrage qu'on sera amené à construire demain, et puis effectivement une prise en compte des mobilités douces, hein, donc pratique le vélo, marche à pied, trottinette électrique, cheval, enfin que sais-je, d'autres mobilités à venir, ce qui vous permettra de effectivement pouvoir vous promener le week-end au bord du canal Seine-Europe, ou demain, d'un coup de pédale, emprunter la véloroute et donc aller jusqu'à Compiègne, voire au-delà. L'intersection des Chelobach, effectivement, 90 degrés, j'imagine que tout a été calculé pour permettre au bateau, parce que là, c'est pas comme un péniche, de très grande longueur, de pouvoir reprendre soit du côté lillois, soit du côté de l'antenne.
que ce soit du côté des arquets, sans avoir à manœuvrer dessus. Ah, vous avez vu, on a une forme assez évasée, enfin, sur le plan, vous voyez qu'on était effectivement assez large, pour permettre justement au bateau de pouvoir s'insérer, de pouvoir rentrer ou sortir selon leur sens de navigation. Et puis on a aussi regardé à maintenir des visibilités pour les commandants et les capitaines de convois fluviaux. Donc il y a aussi des règles qui s'appliquent pour dégager ce qu'on appelle la visibilité du cône d'insertion sur la sensée. Donc ces choses ont été regardées et il faut l'objet aussi d'aménagement sur le terrain spécifique, justement pour permettre au bateau de pouvoir rentrer et sortir en sécurité. Alors ce qu'on n'a pas dit non plus, comme le dit David, on vous a déjà donné quelques éléments lors de notre dernière intervention. Il faut peut-être aussi rappeler que sur le 7 Nord, c'est navigable demain 360 jours sur 365. Alors vous allez me dire, il manque 5 jours, c'est normal, c'est de la maintenance courante, ce qu'on appelle les chômages dans le langage fluvial. Il sera navigable 24 heures sur 24, ce qui n'est pas le cas du canal du Nord aujourd'hui, et donc l'ensemble des écluses seront ce qu'on appelle télépilotées, c'est-à-dire que vous aurez des opérateurs centralisés de VNF, donc à Douai et à Valenciennes, qui vont d'un clic réaliser les opérations permettant au bateau d'entrer ou de sortir des écluses. Donc voilà, on a quand même aussi une évolution et un saut de performance par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui en termes de capacité de transport et de facilité de circulation sur le canal du Nord. Merci beaucoup de ces présentations. Marie, je crois qu'elle a des questions diverses à vous apprendre. Les centres de maintenance seront positionnés où, s'il vous plaît? Alors effectivement, il y a un centre de maintenance normalement qui sera implanté à Péronne pour gérer l'aspect canal du Nord. Après, sur l'évolution de l'organisation de Voies navigables de France, puisqu'aujourd'hui il y a différents centres qui sont implantés dans la canal du Nord, là je ne peux que vous inciter à prendre contact avec VNF, puisqu'on n'a pas d'éléments sur leur vision et leur organisation de leur outil industriel post-mise en service du canal Seine-Europe. On a une connexion avec Ivalia. Alors, M. le Président a raison, on aurait pu s'appesantir un peu plus sur les ports intérieurs. Alors, pour rappel, il y a 4 ports intérieurs sur le tracé. Alors, c'est Nel, Noyon, Marquion-Cambrai, évidemment, le dernier m'échappe toujours, mais enfin bon. On va rester sur Marquion-Cambrai. Marquion-Cambrai, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est le plus grand, puisqu'à terme, il représente 156 hectares. Il a cette particularité d'être accolé à l'Ivalet. Alors, quand je dis accolé, c'est-à-dire qu'il vient épouser ce qu'on appelle la limite sud. Alors, pour certains, peut-être que vous avez fait votre service national à l'époque sur la base. Donc, l'ancien accès de la base aérienne, qui est maintenant plutôt un accès chantier, demain, vous aurez ce port intérieur qui vient au contact de ces limites-là. C'est le port intérieur qui aura le plus grand quai. Le quai qu'on va être amené à construire fera 1 km. Donc, vous voyez, ça permet quand même un certain toucher de bateaux et péniches. Et potentiellement, il sera doté d'une desserte trimodale avec donc, naturellement l'eau, la route et potentiellement le fer avec un barreau ferroviaire qui viendrait desservir l'ensemble des emprises. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que l'ensemble des ports intérieurs sont gérés et aménagés demain par un syndicat mixte. D'ailleurs, le siège est à Cambrai, juste derrière l'hôtel de ville, donc à quelques mètres d'ici. Et c'est ce syndicat qui est chargé effectivement de l'aménagement, de la gestion et de la construction des différents équipements qui à terme composeront le port intérieur. Là, nous, on va juste faire la zone d'interface qui est le quai, c'est-à-dire le quai physique et puis une zone de quelques mètres en arrière-quai, mais après le reste relève effectivement de la maîtrise de l'ouvrage. Ce qui veut dire que quand nous on va être en chantier pour le canal proprement dit, vous aurez aussi des chantiers qui démarreront pour l'aménagement d'une première tranche, on va dire comme ça, du port intérieur de Marcon-Cambrai.